Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo, kiosque de ce jour va donc analyser plusieurs sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. La dernière déclaration de l'opposition à l'intention de la Commission électorale nationale indépendante signé Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Frank Diongo Délice Sanga, Denis Mukwege et Marie-Josée Ifoku, et la réplique de cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI qui continue d'alimenter la chronique politique en République démocratique du Congo. À la lumière des dernières revendications d'une poignée d'acteurs politiques se réclamant de l'opposition, nombre d'analystes politiques sont de plus en plus tentés de penser que le précité n'ont pas l'intention de tenter de penser que le précité n'ont pas l'intention d'aller aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo et surtout d'affronter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa costume de candidat à sa propre succession. Analyse et commentaires sur kiosque, mais aussi la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo sur le processus électoral en République démocratique du Congo va donc être analysé d'une manière spécifique sur votre mission kiosque et puis célébration ce jeudi 2 novembre 2023 de la journée internationale de la fin de l'impunité pour crimes commis contre les journalistes, une journée qui s'inscrit dans le cadre de rendre hommage aux chevaliers de la plume assassinés lâchement dans l'exercice de leur métier. Mais nous allons également dans cette émission kiosque faire un état des lieux de cette situation. Comme invité, Corneille Moulumba, vous êtes un bienvenu. Bonjour, M. Kabeya. Vous avez suivi la déclaration de l'opposition politique congolaise sur l'inclusivité du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, la transparence, la crédibilité, mais aussi la cartographie électorale. Vous, en tant que politique, faudra-t-il admettre que, vrai ou faux, l'opposition n'est pas prête d'aller aux élections? Moi, je ne sais pas entrer dans ce débat-là. Je constate qu'il reste moins de 2 mois avant les élections. Moins de 2 mois, ça veut dire que ceux qui gouvernent le pays nous présentent un bilan de leur action pendant les 5 dernières années, qu'ils soient au gouvernement ou au Parlement. Que ceux qui ambitionnent d'entrer au gouvernement ou au Parlement présentent leurs projets. Les élections telles que sont organisées dans notre pays, notre système électoral plus précisément n'est pas bon. Parce que c'est un système qui est plaqué sur, qui est calqué sur ce qui se fait dans d'autres pays, des pays qui ont bien plus de moyens en termes d'infrastructures, en termes financiers que nous. Nous n'avons ni pont, ni route, ni chemin de fer, nous n'avons rien. Et nous avons des budgets minables de moins d'une équipe de football dans d'autres pays. Donc, nous devons, je répète ça, nous devons nécessairement, si nous voulons être sérieux, revoir notre système électoral de telle sorte que, qu'on ait des élections qui nous coûtent, par exemple, 250 millions de dollars, qu'on ait un système qui nous permette de mieux sélectionner les élus. Quelqu'un qui est dans un village aujourd'hui, qui n'a même jamais vu une télévision, qui n'a aucune image du chef de l'État, qui n'a jamais reçu un journal, vous lui demandez de se prononcer sur un individu qui est appelé à gérer un pays diriger un pays comme le Congo avec un enjeu aussi grand, aussi mondial. Donc, ça ne colle pas. Donc, nous devons changer le système électoral. Nous devons changer le système électoral au stade actuel n'est pas le bienvenu, d'autant plus que nous allons
vers des élections. Il y a un certain nombre de revendications. Oui. L'opposition dont vous n'avez pas jusque-là répondu. Je vous réponds. Oui. Je voulais insister là-dessus. Évidemment, il ne s'agit pas de changer le système électoral avant les élections que nous avons dans 2 mois. Oui. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une perspective. J'attire l'attention sur le fait que les élections que nous allons voir ne sont pas bonnes, parce que le système est mauvais. Mais à qui incombe la faute dans tout ça? Mais c'est ceux qui sont chargés de faire les lois, ceux qui gouvernent. Si les personnes n'ont pas fait, ceux qui vont venir devront le faire. Maintenant, indépendamment de ça, les opposants qui ont fait leur déclaration, sur leur point de vue, je n'ai pas grand-chose à dire, mais moi je dis simplement que allons aux élections. Ça va être faible, encore une fois, mais allons-y pour que nous puissions parvenir à avoir des cycles réguliers. Tous les 5 ans, on a des élections. Alors, on s'habitue et on corrige ce qui n'a pas été bon, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire sur leur déclaration. S'ils estiment qu'il n'y a pas d'inclusivité, ça veut de le démontrer, mais je pense que nous devons aller de l'avant. Mais d'aucuns estiment qu'ils pensaient en fait de voir, après la validation de Moïse Katumbi par la Cour pénale et la Cour constitutionnelle plutôt, ces gens allaient se focaliser au processus électoral proprement dit, à travers bien évidemment la campagne électorale pour les élections qui se profile à l'horizon. Mais apparemment, l'opposition cherche la poux dans la poche, dans la tête chauve du président de la Commission électorale nationale indépendante. Moi, je pense que s'il y avait une action à mener du côté de prétendants, je ne parle pas d'opposition parce que pour moi, une législature se termine, il n'y a plus d'opposants, il y a les sortants et les entrants, donc et les prétendants. Donc parler de l'opposition, ça ne veut rien dire. Je pense que les prétendants, tenant compte de notre système électoral actuel, de la loi électorale, devraient se concentrer sur au moins essayer de trouver un candidat commun, se mettre d'accord autour d'un nom, mais... Est-ce que cela est possible, la candidature commune de l'opposition? Avant de se mettre d'accord sur un nom, moi je veux dire, on doit d'abord se mettre d'accord sur un programme. Oui. Il faut que progressivement dans notre pays, on arrive à privilégier les programmes par rapport aux individus, par rapport aux tribus, par rapport à nos provinces. Donc, excusez-moi, ce qui est urgent à mon avis, c'est que les forces, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition, se mettent d'accord sur un programme commun. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble lorsque si nous accédons au pouvoir? Qu'est-ce que nous proposons au peuple congolais? Pas chacun avec son petit programme à gauche à droite, non. Quels sont les points essentiels sur lesquels nous pouvons être d'accord? Maintenant, quand on est d'accord sur un programme, on peut voir maintenant lequel d'entre nous peut mieux le conduire en termes de personnalité, en termes de charisme. Mais par rapport au programme, prenons le cas de Denis Mukwege, oui, avec sa notion du genre qu'il veut amener au peuple congolais aujourd'hui. Oui. Pensez-vous que cela va être la bienvenue? Non. Et vous ne voyez pas que cela est contre le juste et coutume? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est bon, si Mukwege a son programme, moi je parle d'un programme commun. Bon, si Mukwege vient avec son programme, et dans son programme il y a la question du genre, comme vous le dites, et que les autres estiment que dans ce point-là n'est pas urgent, on le met de côté. Et la question c'est, qu'est-ce que nous pouvons avoir en commun, que nous pouvons réaliser ensemble? Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici, c'est de savoir, est-ce que cela est possible? D'autant plus que les ambitions des uns et des autres déjà posent problème au sein de cette opposition. Comment ils vont arriver à mettre un programme commun alors qu'eux-mêmes ne vont pas s'attendre à la candidature commune? C'est un problème. Pourquoi? Parce que s'ils se préoccupent de la candidature commune avant de se mettre d'accord sur un programme, ça montre qu'ils ne méritent pas ces ambitions-là. Pourquoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est leur individu, leur ego, plutôt que l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation exige que nous nous mettions d'accord sur ce que nous voulons faire ensemble. Après cela, maintenant on peut voir qui peut conduire le programme. Mais si chacun vient, c'est comme ça que nous avons mis le parti politique, parce que tout le monde veut être appelé président.
Mais ces partis, qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Ce sont des partis mallettes et des choses comme ça. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que la Cour constitutionnelle ait autorisé tout le monde à compétir. C'est très bien. Maintenant, encore une fois, il y a des priorités pour le Congo. Alignons ces priorités et voyons si les uns et les autres sont d'accord avec ces priorités. Mettons-nous ensemble autour de ces priorités. Signons le programme commun du gouvernement avec ses priorités. Maintenant, quel est le candidat? Ce sera la deuxième étape. À ce moment-là, ce candidat-là aura beaucoup plus de chances il sera plus crédible en interne comme à l'international que de petits arrangements de postes en disant que si moi je prends, je vais te laisser, tu seras ministre, ainsi de suite. C'est sans intérêt pour la nation. Corneille Moulumba, à la lecture des revendications adressées à la Commission électorale nationale indépendante par Katumbi et consorts, lesquelles portent notamment sur la transparence, la crédibilité du processus électoral, l'inclusivité du processus électoral, la cartographie, plus d'un se demande si les intéressés ne sont pas pris des cours par les avancées de ces processus électoraux qui jurent que sur les délais prévus par la loi. Moi, on ne m'entraîne pas dans ce débat-là parce que moi, c'est un débat qui est ridicule. Sachez que les élections, le système électoral que nous avons favorise la tricherie, favorise la manipulation. Ça favorise comment? Comment? Vous quittez ici, vous allez dans un village, dans mon village. Oui. Pour vous faire élire, vous leur dites quoi? Je vais vous construire une université, je vais construire le pont, je vais. Rien du tout. Et ces gens-là, vous n'arrivez même pas parce que vous ne vous connaissez même pas. Donc, leur point de vue, d'abord, leurs préoccupations sont d'un autre niveau. Ce sont ces gens-là que vous allez demander de choisir quelqu'un pour diriger le pays. Alors qu'on abuse d'eux, on va venir, on va donner de polo, un peu de boisson, un peu de pagne, un peu de quelques tôles, et puis voilà. Et pendant 5 ans... Mais tout ça n'est pas prévu par la loi. Quoi ça? L'effet des données, des polos, des pannes, ainsi de suite. Tu peux même tenir un discours, oui. Même s'il n'y a qu'un discours. C'est un discours qui va être populiste, parce que pendant 5 ans, une fois que vous avez le mandat, généralement, vous ne retournez même plus. Donc, vous n'êtes plus concerné. C'est ça que je veux dire que je ne me préoccupe pas tellement de ça. Je souhaite qu'on ait des élections. Si nous pouvons faire entrer au Parlement des personnalités qui vont moins pour dormir, pour tirer l'argent que pour s'interroger sur le devenir de la nation, je pense qu'ils penseront à des problèmes fondamentaux, ce qui peut faire marcher le pays, et on irait de l'avant. Très bien. Changeons de registre, c'est pour parler cette fois-ci du communiqué, hein, oui. De la commission, la CENCO en fait, Conférence épiscopale nationale du Congo, oui. Mais aussi l'Église du Christ au Congo, qui ont eu à faire un communiqué, une déclaration le mardi passé, dans leur communiqué daté du mardi 31 octobre 2023, mais pour des rares cas, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC ont trouvé quelque chose de positif dans les processus électoraux en cours. D'abord, ils ont eu à féliciter la Cour constitutionnelle pour la validation de la candidature de Moïse Katumbi et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais un fait curieux, la CENCO et l'ECC ont trouvé les moyens de proposer aux ministres et candidats aux différents scrutins de se faire violence pour démissionner par courtoisie et élégance. Est-ce que cela est-elle conforme à la loi du pays? Surtout la loi électorale. D'abord, sur le principe, oui. Je pense que chacun doit s'occuper de ses affaires. Chacun, là, vous faites allusion à qui? Je dis ceci. À la CENCO et l'ECC. Le CENCO et l'ECC oui. doivent s'occuper des affaires. Ce ne sont pas des politiques.
Ok? Séparons bien les choses. C'est comme qui dirait Attends. la vraie religion, c'est une religion qui est en dehors de toute politique. Pourquoi? Parce que je dis ceci. Oui, On juge quelqu'un par rapport à sa mission, n'est-ce pas? oui. On peut dire si la mission est accomplie ou pas. Alors, moi, je voudrais poser la question à la Cinco. Combien d'âmes congolaises avez-vous réussi à faire monter un truc au paradis, n'est-ce pas, cette année-ci? Parce qu'on doit vous évaluer par rapport à quelque Mais chose. c'est pas, Attendez un peu. c'est pas maintenant. Mais attendez. C'est pas maintenant. Attendez. J'ai dit ceci. Oui. On doit les évaluer par rapport à ce qu'ils font, n'est-ce pas? Combien d'âmes avez-vous sauvé cette année? Parce que sinon, alors vous vous occupez plus de politique que vous vous occupez des âmes. Occupez-vous des âmes. Sauvez les âmes. Occupez-vous de la moralité. Le politique, chacun fait son travail. Ça, c'est sur le plan du principe. Donc, Oui. moi, je n'ai jamais vu d'un bon œil, comme j'ai eu à le dire dans mon livre, ce rôle que s'arroge, qu'on attribue à l'Église catholique ou autre. Non, c'est pas politique. D'abord, c'est pas nous qui les avons désignés. Les Congolais ne lisent pas des prêtres, ne lisent pas des évêques, n'est-ce pas? On les élit, on les choisit ailleurs, pour des raisons d'ailleurs, d'intérêt d'ailleurs. Donc, pour moi, vraiment sincèrement, hein, Mais apparemment, la Cinco et les CC sont devenus de porte-parole de mais certains politiques. c'est ça que je dis, nous devons mettre fin à cette affaire-là. Oui. Que l'État s'occupe des écoles, de l'enseignement, qu'il s'occupe de toutes ces choses, n'est-ce pas? Et on n'a pas à mélanger le rôle des églises et de l'État. Et l'histoire nous montre qu'il y a eu des guerres de religion. Il y a eu des guerres par le passé du fait de ces interférences-là. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, quand vous êtes devant un évêque, entre guillemets, vous êtes devant un représentant de Dieu. Donc il est au-dessus de la terre, n'est-ce pas? De ce qui est terrestre, je veux dire. Alors, vous lui faites un crédit d'office, il ne peut pas mentir, il ne peut pas ceci, il ne peut pas cela, alors qu'il fait de la politique. Mais s'il fait de la politique, il fait ses options, moi je soutiens Katumbi, moi je soutiens Chilombo, moi je soutiens... Donc vous comprenez, il y a une confusion, nous devons clarifier ça. Mais sur base de ce que vous venez d'évoquer, faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'Église a failli dans sa mission qui consiste à aller partout, les nations, les disciples, en prêchant la bonne nouvelle aux gens? Moi je n'ai pas de quoi évaluer. Je constate que chaque fois que j'ai entendu la Cinco prendre la parole, c'était sur des matières et particulièrement en matière politique. C'est ça. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, sur le fond, sur la question qu'ils ont soulevée, je crois qu'il est de bon aloi. Il est que la personne qui a des ambitions politiques se dégage, parce que sinon il utilise les moyens de l'État. C'est pas juste. C'est pas équitable. Il faut que tout le monde doit être au même niveau. Et pour être au même niveau, vous devez... Mais en Madagascar, le président de la République doit démissionner s'il est candidat. Et c'est le cas, il a démissionné. C'est le président du Sénat qui devait assumer l'intérim. Mais nous, ce n'est pas le cas. Mais nous, ce n'est pas le cas. Oui. Alors, on utilise les moyens de l'État. Le président reste en fonction. On utilise les moyens de l'État. Jusqu'à l'installation effective du président élu. Mais c'est ça que je dis que ce sont des anomalies. Pourquoi? Parce qu'alors, on utilise des moyens de l'État, la télévision, les véhicules, les carburants, les avions, tout, en fait, pour faire sa campagne, même si on ne dit pas officiellement. Mais vous ne voyez pas que cette recommandation énerve la loi électorale qui est jusqu'alors muette au sujet des conditions d'éligibilité des membres du gouvernement? La CENI ne pouvait pas intervenir dans ce sens. Oui, mais il faut corriger. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'être toujours positif et de regarder l'avant. Je trouve qu'il est tout à fait normal qu'au minimum 1 à 2 mois avant les élections, que ceux qui sont en fonction, qu'ils soient des mandataires publics ou des membres du gouvernement, démissionnent pour permettre, d'abord, pour se libérer Mais il y a des lois établies, M. Corneille Moulumba. On doit démissionner par élégance politique, par courtoisie, alors que la loi devait en principe gérer ou résoudre cette situation. Je viens de dire que moi je suis positif.
C'est-à-dire que je ne suis pas... Ce qui n'a pas été par le passé, que nous devons critiquer, ce qu'il faut, c'est corriger. Et je pense simplement qu'on doit corriger et contraindre quiconque assume un mandat public, qui est candidat, de libérer son poste au moins... Mais vous ne voyez pas que ça, c'est réinventer la roue. Pourquoi? D'autant plus que la loi devait résoudre ça. Il n'appartient pas à vous, ni non plus à la conférence épiscopale nationale du Congo c'est ça que je dis que la loi... les proposer. C'est ça que je dis qu'une loi doit pouvoir le faire. Ça doit être une affaire d'une loi. N'est-ce pas? C'est pas l'individu. Même la Cinco, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont donné un point de vue, mais ils n'ont pas imposé. Ils ne font pas de loi. Ils disent que voilà ce qui devrait se faire. Et je pense moi aussi que oui, c'est ce qui devrait se faire. Mais vous ne voyez pas qu'il y a cet impératif de débarrasser la loi électorale des dispositions qui font que le pays soit l'otage aussi de la classe politique. Parce que normalement, comme vous l'avez dit, normalement, le ministre qui sont candidats devait en principe rendre l'établier. Au moins même 60 jours avant. Oui. Pour moi, 60 jours avant, vous devez libérer. Vous devez libérer. Si vous n'avez pas fait, alors vous n'avez pas le droit de vous présenter. Est-ce que vous êtes en fonction? Oui. Ou bien vous vous libérez avant 60 jours, n'est-ce pas, pour s'occuper de votre campagne et tout ça. Si vous ne l'avez pas fait, après ça, vous n'avez pas le droit de compétir. Donc, on doit rejeter votre candidature. Par exemple, je veux dire que nous devons définir des choses. Nous devons le dire pour que, effectivement, le futur législateur puisse effectivement intégrer cette dimension-là. C'est important. Et cela est possible, d'autant plus que ces gens-là, en fait, les législateurs dont vous faites allusion, portent un intérêt soudain face à une telle situation. Mais, excusez-moi, vous êtes citoyen, oui. Vous avez un bulletin de vote. Vous avez un seul bulletin de vote. Vous avez une voix, droit à une voix. Pour sanctionner. Que vous soyez président de la République, ministre ou pousse-pousseur, vous n'avez droit qu'à une seule voix, n'est-ce pas? Mais utilisez cette voix pour faire entrer au Parlement des personnes qui vous ont convaincu, pour que vous êtes convaincu que ces gens vont aller travailler pour améliorer notre société. C'est tout. On est là maintenant, c'est le moment on est au rendez-vous, non? C'est maintenant qu'est venu l'heure de choisir. Faites attention à ce que vous choisissez. Vous ne pouvez pas avoir une chose de son contraire. Si vous envoyez des gens au Parlement, parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon oncle, parce qu'on m'a donné 5 000 francs, ne vous étonnez pas alors si la personne va là-bas qui dit « mais je vous ai déjà payé, je n'ai pas de compte à vous rendre ». Mais pensez-vous qu'on doit choisir et être en même de connaître ce qu'ils vont faire dans le futur? C'est quasiment impossible. Non, c'est pas impossible. Parce que vous voyez, au centre du problème du développement, on trouve l'homme, comme vous l'avez dit, l'homme des sciences, homme des conceptions et des réflexions, et même bien sûr, des citoyens honnêtes, ayant une mentalité tournée vers le développement, grâce à une certaine vertu. Mais vous ne voyez pas que l'un et l'autre manquent encore au Congo, et le premier doit encore se former et puis se discipliner. Mais je vous invite à voter pour Corneille Mulumba, il est candidat à Lukonga. Et vous allez changer peut-être dans l'avenir, vous allez changer. Je vous dis, je vous invite à voter pour Corneille Mulumba, il est candidat à Lukonga, à la députation nationale. Non, il ne faut pas aller vite en besogne parce que la loi interdit. Mais je n'ai pas donné mon numéro. Je n'ai pas de publicité, je n'ai pas donné mon numéro. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que vous regardez l'individu, vous regardez son profil, vous regardez son passé. Nous avons tous un passé. Intéressez-vous à la personnalité. Intéressez-vous à l'intégrité morale. Intéressez-vous au sens du patriotisme, à l'engagement politique. Malgré tout ça, l'homme a toujours été faillible. Non, attendez. Bien sûr que l'homme est l'homme, l'homme c'est pas ça. Mais si vous avez, je veux dire, 50 personnes, députés, sur 500, ça veut dire 10%, 50, qui sont des vrais patriotes, qui sont engagés et qui sont déterminés à travailler pour la nation, croyez-moi, ça va bouger. C'est toujours comme ça. C'est toujours un groupe de gens qui agissent et ils vont faire bouger les choses. Corneille Mulumba
changeons de registre pour parler cette fois-ci de la célébration, hein, ce jeudi 2 novembre 2023 de la journée internationale de la femme, de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée qui s'inscrit, comme je l'avais dit tantôt, dans le cadre de rendre hommage aux chevaliers de la plume que nous sommes. Vous ne voyez pas que c'est ici l'occasion de rendre immortel dans la mémoire collective ces journalistes assassinés, mais aussi plaider en faveur de la protection des journalistes en République démocratique du Congo. Bon, moi, je voudrais commencer d'abord par saluer Sané Boujakira, là où il est. C'est un garçon que je connais depuis longtemps. Mais il n'est pas assassiné. On n'est pas d'être assassiné. Oui. Il est privé de liberté. Injustement. Ça fait partie. Ça fait partie, bien Oui. sûr. Pourquoi? Parce que j'attache beaucoup d'importance au travail de la presse. Pourquoi? Parce qu'une presse indépendante est un allié objectif de tous ceux qui veulent construire positivement. Encore faudrait-il mettre les journalistes dans des conditions de travailler qui leur permettent effectivement de rester libres. Hein, ça veut dire que comment ils peuvent travailler, avoir un bon salaire, s'occuper de leur famille, ainsi de suite. C'est une chose. Maintenant, quand un pouvoir se met à opprimer la presse, c'est un pouvoir dangereux et qui ne mérite pas d'être, qui doit être combattu par tous les patriotes, c'est normal. Donc, ça n'a aucun sens de s'en prendre d'un journaliste, surtout que si vous avez été critiqué, vous avez la possibilité d'exiger un droit de réponse et de donner votre point de vue. L'opinion décidera. Donc, je suis tout à fait contre tous ces États, tous ces acteurs politiques qui répriment la presse. Moi, je pense que la presse, une presse indépendante, est un allié incontournable dans la construction de notre pays. Mais vous ne voyez pas que, à ce titre dont vous faites allusion par rapport à la manière dont le pouvoir peut opprimer un journaliste, vous ne voyez pas que les journalistes aussi lui-même, il doit prêcher par l'exemple en intériorisant les règles du métier ainsi que le prescrit de la loi en rapport avec le délit de presse dont le régime des sanctions renvoie également au code pénal. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Oui. Si vous avez injurié Corneille Moulumba, il a le droit de poursuivre en justice. Et ça, ce n'est pas aller contre la justice, mais contre la presse. Maintenant, si vous inventez des choses sur Corneille Moulumba pour favoriser son concurrent politique éventuel, oui, là, c'est un abus, n'est-ce pas? Et on peut vous poursuivre. Ce que je veux dire simplement qu'il y a des lois. Les lois ne sont pas si mauvaises que ça. Oui. Nous devons les respecter. Et faire respecter les lois, c'est l'affaire de tous. Je ne sais pas, est-ce que les journalistes ont un syndicat? Moi, je n'ai jamais vu que, voilà, les journalistes, dans leur syndicat, je sais qu'il y a une structure de l'UNPC, tout ça, mais je veux dire, un syndicat qui se préoccupe des intérêts des journalistes, qui revendique lorsqu'un journaliste est mis en difficulté, injustement. Oui, on voit de temps en temps 2 ou 3 journalistes se lever, marcher, faire du bruit, mais ce n'est pas ça la profession. Apprenez à travailler. Les droits, on les revendique, et on ne les revendique pas tout seul. Ce sont des droits corporatifs, alors faisons en sorte que les intérêts des journalistes, qu'ils soient sociaux ou sécuritaires, soient pris en charge par un syndicat des journalistes. Comme il faut des syndicats dans d'autres métiers aussi. Donc, ce côté-là, vous aurez affaire à des gens qui connaissent la loi, qui peuvent donc agir pour faire respecter la loi, qui peuvent mettre ça en justice au besoin. Mais Corneille Moulumba, comme vous l'avez dit, certains journalistes sont aujourd'hui victimes, victimes des violences parce qu'ils sont exposés au grand jour. Et puis, je dirais même que ces individus, ou soit lorsqu'ils exposent au grand jour, c'est que
les gens comptent cacher et c'est qu'également qui ternissent l'image du pays. Et d'autres courent des risques parce qu'ils travaillent dans des zones en proie des conflits armés comme les cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais une évolution nouvelle et préoccupante, c'est aussi l'enlèvement de journalistes pris en otage constitue elle aussi une atteinte à la liberté de presse et de la liberté des médias. Dans ces cas, dans cette optique, vous ne voyez pas qu'il appartient aussi au gouvernement de répondre aux questions sécuritaires dont peut-être est victime ces derniers. Non, mais il est un fait que des journalistes qui couvrent les zones de guerre, il y en a dans tous les pays du monde. Oui. Il y a les correspondants de guerre et tout ça. Maintenant, un gouvernement est un gouvernement. C'est pourquoi on parle de la société civile, n'est-ce pas? Un gouvernement constitué des hommes. Tu peux être ministre demain, donc ça ne veut rien dire. Maintenant, il faut que les rapports sociaux, les rapports de force fassent que les uns et les autres respectent la loi. Il ne suffit pas de dicter une loi, il faut encore la faire respecter. Alors, si, comme j'ai dit, il n'y a pas un syndicat de journalistes suffisamment fort qui peut décréter que, puisque vous avez violé nos droits, pendant une semaine, il n'y aura ni télévision, ni radio, ni presse écrite. Et tenir ça, croyez-moi, si pendant une semaine, il n'y a pas de télévision, pas de une journée sans radio, sans télévision. Une, 2 ou 3 journées même. C'est comme ça qu'on mobilise. Et on amène les autres, maintenant le gouvernement dit, venez, on négocie. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors on négocie. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, alors on va continuer à se jouer de vous, et puis c'est tout. On va arrêter un, on va le mettre au neuf, comme on dit. Mais il ne faut pas oublier que le métier est inféodé. On trouve des journalistes qui sont proches de l'opposition, mais également ceux-là qui sont proches de la majorité. Mais le danger, c'est ça le comble aussi. Le danger, c'est lequel? Non, bien sûr, il y aura toujours des gens qui peuvent avoir leur coloration, c'est le problème. Maintenant, entre votre coloration et les enjeux sécurité réels, si vous allez divulguer des secrets concernant la guerre ou des choses comme ça qui peuvent mettre le pays en danger, vous vous exposez. Mais la première sanction viendra de chez vous-même, vous les journalistes, si vous avez une structure qui soit effectivement objective. Donc, mon souci à moi, c'est de voir demain un vrai syndicat de journalistes capable de protéger leurs intérêts, défendre les intérêts des journalistes, qu'ils soient sociaux en termes de salaire, qu'ils soient sécuritaires et autres notamment. Il faut ça. Les droits, ça se conquiert. On ne donne pas facilement les droits. Vous devez conquérir vos droits. C'est ça la démocratie quelque part. Maintenant, simplement que aujourd'hui, encore une fois, Salim Boujakir est en prison. Je n'ai pas suivi, oui, quelques déclarations passent des uns des autres, mais je n'ai pas senti une action de la presse congolaise pour dénoncer ça. Je n'ai pas senti ça. Donc, croyez-moi, le jour où ce que j'ai dit se produira, qu'aujourd'hui, ne fût-ce qu'un jour, aucun média ne s'exprime, croyez-moi, ça va s'écrouler parce que la population sera automatiquement saisie, leurs feuilletons ne seront pas là, et tout ça ne sera pas là, pas d'information, pas quoi que ce soit. Le gouvernement sera obligé de négocier et la prochaine fois, la fois suivante, ils seront prudents avant de prendre un journaliste, de le mettre au neuf injustement. Donc c'est une question de droit pour moi. Aujourd'hui que apprenez à défendre vos droits. Oui, aujourd'hui que la République démocratique du Congo se prépare pour les élections ou aller aux élections en décembre 2023, vous ne voyez pas que Corneille Moulouba, il est plus que temps que le professionnel des médias brille par des valeurs morales, certains à même de crédibiliser leur profession au lieu de servir des médias des propagandes distillant des injures et des autres antivaleurs qui du reste n'ont pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays. Mais c'est pas faux ce que vous dites, mais
Comment peut-il en être autrement? Faites le tour des médias, il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui. Voyez qu'est-ce que gagnent les journalistes? Pas grand-chose. Beaucoup de ces gens sont en train de galérer. Alors, quand on leur donne un peu d'argent pour faire un reportage ou une interview, n'importe quoi, ils y vont. C'est comme ça qu'ils s'accrochent à l'un ou l'autre mot pas, si je peux m'exprimer ainsi, qui peut les soutenir. À partir de ce moment-là, vous avez un journaliste qui est dépendant de quelqu'un, un acteur politique. Comment peut-il encore être indépendant? C'est difficile, très difficile, parce qu'il y a des choses qu'il ne fera pas. Donc, moi, je dis que, de par l'organisation des structures de défense des intérêts des journalistes, ces intérêts sont aussi pécuniaires. Donc, ça veut dire qu'on doit veiller au salaire des journalistes, on doit veiller à leur sécurité sociale. C'est tout ça qui contribue à l'indépendance. Mais si ce n'est pas le cas, le reste, c'est une perte de temps. Parce que par là, il y a aussi des médias privés, hein, oui. que l'État a du mal aussi à subventionner. Oui, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire que ça dépend de nous, de ce que nous voulons. Si nous estimons que vous êtes un média privé, l'État n'a pas à vous subventionner, ou ça n'a pas de sens, vous êtes actif, vous avez des publicités, vous méritez ou pas de recevoir, comment dirais-je, Mais c'est pas toujours suffisant, hein, le publicité. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous n'allez pas ouvrir un média en disant que l'État va me subventionner? Ça n'a pas de sens. Donc, un média, ça a une coloration. L'État a ses médias, n'est-ce pas? L'État congolais a ses médias. Il y a des médias privés. Si les journalistes sont organisés, alors ils contraindront les propriétaires de ces médias à ce qu'on leur paye un minimum, même s'ils complètent avec d'autres à gauche, à droite. Donc, encore une fois, organisez la structure, organisez-vous, et comme ça, vous pouvez défendre vos intérêts professionnels, vos intérêts sociaux, économiques, vos intérêts sécuritaires et tout ça. Organisez-vous. Moi, je pense que les premiers à le faire, c'est les journalistes eux-mêmes qui peuvent obtenir du Parlement éventuellement des lois ou des amendements, des lois de n'importe quoi, qui vont dans le sens de protection de leur secteur d'activité. C'est la fin. Pouvez-vous placer un mot pour terminer? Oui, moi je voudrais vraiment inviter tous nos compatriotes à s'engager dans le processus électoral. En cours. Il est en cours, il n'est pas du tout, il n'est pas parfait, très très loin de là, mais c'est celui que nous avons aujourd'hui. Soyons rigoureux dans ce que nous allons faire entrer au Parlement. Peut-être que ce sont ceux-là qui vont revoir les lois, qui vont faire en sorte que nous ayons un processus meilleur. Mais pour des babioles, renoncer à ces élections, ce n'est pas une bonne chose. Faisons en sorte que le cycle devienne régulier. Tous les 5 ans, on a des élections et on corrige, on fait des erreurs, on corrige, ainsi de suite. C'est ça notre cheminement. Donc, ce jour-là, jour des élections, que personne ne reste à la maison, que chaque Congolais s'assume, exerce son pouvoir avec son bulletin de vote. Parce qu'après, il ne faut pas venir se plaindre, dire voilà, il y a ceci, cela, alors que vous avez démissionné de votre devoir de faire entrer des gens qu'il faut au Parlement. C'est la fin, mesdames et messieurs. Nous avons reçu Corneille Mulumba, à qui nous avons étalé un certain nombre de questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Il est temps pour moi de profiter pour rendre hommage aux journalistes assassinés. Je peux citer les cas de Serge Maéché, Franck Nguike et son épouse, Hélène Paka, Dida Nemujimbo, Bapou Amwamba, Soleil Balanga, Adolphe Kavula, Bruno Coco, Belmondo Magloire. Vraiment, nous sommes de cœur avec les familles plutôt de journalistes assassinés, et nous croyons que le gouvernement va faire de tous les moyens pour endiguer cette réalité qui, du reste, n'augure pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche de la République démocratique du Congo. C'est la fin de votre magazine de prédilection Kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien
et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.